Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Caroline. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Comment te sens-tu? Écoute, super, je suis ravie d'être là. Ouais, moi aussi. Un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, tu t'appelles Caroline Poissonnier. Oui. Tu as 40 ans. Tout à fait. 2 enfants, un ex-mari et un chien. C'est ça, c'est comme ça que j'aime bien me présenter. C'est ce que tu avais écrit récemment dans un post LinkedIn. Tout à fait. Tu es diplômée de l'école de commerce de Grenoble et je le mentionne parce que c'est aussi mon école et donc on leur fait un petit coucou. Ouais. Et assez rapidement après la fin de tes études, tu as rejoint le groupe Baudelaire. Oui. Groupe familial. Qui était Baudelaire Environnement à l'époque. Baudelaire Environnement, qui a été fondé par ton grand-père. Tout à fait. Il y a 60 ans, dont aujourd'hui tu es la co-directrice générale aux côtés de ton frère. C'est ça, Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous poser un peu le décor, le groupe Baudelaire? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Combien de personnes? Ouais, je vous explique. Aujourd'hui, le groupe Baudelaire, à l'heure où je te parle, là, c'est à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 700 collaborateurs répartis sur le territoire national avec quand même une grosse majorité dans les Hauts-de-France. Et on est sur 4 branches d'activité. Donc l'environnement, qui est notre métier historique, et on s'est diversifié sur 3 autres métiers qui étaient importants pour nous. L'énergie, le commerce et le bien-être. Moi, j'ai rejoint Baudelaire Environnement, donc vraiment de la valorisation, de l'élimination de déchets ménagers, industriels, exclusivement sur les Hauts-de-France. Et avec mon frère, on s'est vraiment réparti les rôles, c'est-à-dire que lui et moi, on est extrêmement différents. J'aime bien nous qualifier, tu sais, le jour et la nuit, le yin et le yang, un petit peu. On sait pas trop qui est le yin et qui est le yang dans notre duo, tu vois, ça change un petit peu. Mon frère est vraiment un ingénieur au sens terrain, opérationnel. Lui, c'est le métier à proprement parler qui l'anime. Moi, c'est plutôt l'idéologie. J'ai rejoint cette entreprise familiale, bien sûr, parce que c'était la mienne et que je suis tombée dans la marmite. Hein. L'idée du métier me plaisait en tout cas. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est vraiment réparti les rôles. Lui était vraiment dans la partie opérationnelle. On schématise souvent avec 2 dents maintenant. Tu vois, une vision court terme, il fait tourner l'entreprise à proprement parler. Et moi, du coup, à l'opposé, dehors, demain, qui porte plutôt les messages, le rayonnement médiatique, la gouvernance, la stratégie, etc. Et on a travaillé comme ça ensemble pendant quasiment 10 ans, et où ça se passait super bien. Et à un moment, il y a eu des questions qui se sont posées sur la suite, et sur comment continuer à se développer ce groupe, parce qu'on n'avait pas forcément, lui et moi, la même vision, la même ambition, les mêmes envies. Et donc, quand on est co-directeurs généraux,
ça peut poser des petits problèmes. Donc on a passé pas mal de temps à échanger, et de là est née l'idée de se diversifier, et pour continuer bien sûr l'aventure familiale et le métier historique, mais aussi y mettre un peu plus de ce qu'on est, de nos personnalités, de nos convictions, etc. Et du coup, on a créé 3 autres branches d'activité. Une deuxième qui est le commerce qui existait déjà, qui était une toute petite partie du groupe familial, qui faisait de la fourniture industrielle, et que là on a développé. Et on a vraiment créé 2 branches qui sont ex nihilo, qui sont vraiment des émanations de ce qu'on est. Donc Jean-Baptiste, c'est d'aller plus loin au service de la planète et de la transition énergétique. Donc on a créé une branche énergie avec 2 sociétés qui sont dedans, Courbe qui fait du financement de solaire, de photovoltaïque, et une société qui s'appelle Fibou, qui est là une start-up qu'on vient de créer et qui fait de l'isolant à partir de fibres de bambou. Donc ça, c'est vraiment, on est vraiment en train de monter une usine industrielle sur ce sujet. C'est un très très beau projet. Et moi, c'est plutôt l'humain qui a toujours été au cœur de ma passion et de ce que j'avais envie de faire. Et du coup, on a créé une branche bien-être pour vraiment se mettre au service et mettre l'équilibre et le bien-être au cœur de la performance individuelle et collective. Caroline, quand j'ai préparé notre échange, plusieurs mots me sont venus. Oui. Alors, le dynamisme et l'ambition, qui caractérisent tous les projets que tu portes. Tout à fait. Tu viens de nous en faire la démonstration. L'engagement et l'implication dont tu fais preuve, notamment avec le COMEX 40 du MEDEF, où tu participes activement au grand débat économique. C'est ça. À l'échelle régionale et nationale. La famille, évidemment. Et plus récemment, un mot qui revient dans tes prises de parole, c'est le kiff. Ouais, amour. J'adore. J'adore parce que pour moi, le kiff, c'est une philosophie de vie, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Ça peut être à la fois les petites choses, tu vois, le quotidien, ce qui te fait plaisir au quotidien, mais c'est aussi plus loin, c'est voir le verre à moitié plein, c'est rebondir, c'est trouver que la vie est belle, quoi. Même si elle est pas facile tous les jours, on est bien d'accord, on parle pas de ça, mais en tout cas de savoir apprécier, c'est la gratitude, c'est le mindset, tu vois, c'est de se mettre en mode kiffer sa vie. Et à un moment, j'avais perdu, tu vois, cette étincelle. Je me considère comme une personne assez solaire en règle générale, tu vois, je ris beaucoup, je mets beaucoup de joie dans tout ce que je fais, je suis une nana assez passionnée, voilà. Et à un moment, je l'avais perdu. Je me levais, j'allais bosser, je rentrais, je me couchais, bon, très bien. Et je pense que la vie, ça doit pas être ça, en fait. Et qu'on peut tous, à n'importe quel niveau, mettre plus de joie et peut-être de résilience, tu vois, mais en tout cas, de rebond dans sa vie. Et pour moi, le kiff, c'est ça, c'est profiter de l'instant, du moment, s'assumer, s'aligner, aller vers ce qui est nous, vers ce qu'on a envie de faire. Et en fait, quand on est vraiment aligné avec ses valeurs, avec ses envies, toutes les difficultés et tous les petits coups durs là que la vie elle nous met, mais à tout le monde, je trouve qu'on les vit quand même vachement mieux. Donc ce mot, il me plaît beaucoup. Alors Caroline, quand on s'est parlé pour la première fois, c'était il y a 2 ans. Oui. On avait imaginé un épisode sur la manière dont on mène une transformation d'entreprise. Oui. Ce que tu étais en train de faire à l'époque. Et finalement, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Oui. Et on se retrouve là 2 ans plus tard pour parler d'une transformation qui est plutôt la tienne. Oui, qui est plutôt la mienne, c'est vrai. Parce que tu as écrit récemment un post à l'occasion de tes 40 ans. C'est ça. Dans lequel tu fais un peu ton coming out. Oui. Et tu as écrit « Pour plaire à ma famille, j'ai travaillé sans relâche et j'ai construit jour après jour la jolie carrière que vous connaissez tous, jusqu'à en oublier l'essentiel, me plaire à moi. Il m'aura fallu 40 ans pour que la chenille devienne papillon. » Ouais. Alors ma première question pour toi, c'est quel papillon es-tu désormais ? Est-ce que tu peux nous le décrire ? Je suis un papillon qui est en train de prendre son envol, qui sort de sa chrysalide, tu vois. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je suis encore en pleine transformation, sauf que maintenant je l'assume vraiment. Ça a mis du temps, parce que assumer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, c'est pas facile tous les jours. Il y a des gens qui aident, il y a des gens qui aident pas du tout. Aujourd'hui, je suis un papillon qui prend son envol, qui se sent aligné, en tout cas, qui sait où elle a envie d'aller, où il a envie d'aller. Et ça, je pense que c'est le plus important. Ça a pris du temps. Tu vois, cette notion de chrysalide, pour moi, elle est vraiment extrêmement importante. Et elle est le signe de tout changement. Quand on parle de transformation d'entreprise, c'est exactement la même chose. Il y a rien qui peut aller vite. Et je pense que c'était une de mes erreurs de jeunesse. Moi, je suis quelqu'un, tu l'as dit, de pétillant, de dynamique. J'ai souvent voulu aller trop vite. Là maintenant,
J'ai peut-être un peu plus de maturité sur ce sujet, mais je sais que il faut mettre les choses en place tout doucement. Moi, j'ai eu 2 déclics dans cette transformation, 2 vraies étapes. Hein. La première, c'est de me rendre compte que j'étais plus alignée avec mon frère et de dire merde, parce que c'est un peu le mot qui m'est venu, de dire bon alors mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que je pousse pour faire ce que moi j'ai envie, mais lui il sera pas heureux ? Est-ce que je reste en faisant ce que lui il a envie et moi je vais pas m'y retrouver ? Et c'est un petit peu là où je me suis perdue un moment, tu vois. Je pense que ça a duré bien pas loin de 2 ans. Et puis après, tout a suivi, hein, tu vois, le divorce, la garde alternée, les enfants. Enfin, ça a été, voilà, je savais plus où je voulais aller. J'aimais cette entreprise et en même temps le métier, tu vois, concret m'intéressait pas. Moi, j'aimais l'idéologie du métier, comme je te l'ai dit. Et puis, à un moment, j'ai eu un accident de voiture. Ça, c'est le 2e déclic avec mes enfants, mon chien. J'ai perdu le contrôle de ma voiture à 130 km/h sur l'autoroute, sous une pluie battante. Je t'entends, hein, je sais, je roulais trop vite. C'est bon, mais bon, on se refait pas, tu vois, à l'image de tout. Je roule trop vite, c'est comme ça. Voilà, mais bon, en tout cas, ça m'a quand même fait un petit électrochoc, cette histoire-là. Et où je me dis, mais tu vois, je pleurais vite, alors que je suis vraiment pas quelqu'un qui pleure beaucoup. J'étais triste, quoi. Tu vois, j'avais un fond de tristesse en moi. Et là, je me suis dit, mais Caro, là, aujourd'hui, tout aurait pu s'arrêter, en fait. Et ça aurait pu être dramatique. Et je l'ai vraiment pris. Alors, je suis pas vraiment quelqu'un, tu vois, d'ésotérique, etc. Mais un peu comme le signe de l'univers de dire, ma cocotte, là. En fait, c'est dans tes mains. Il y a que toi qui peux faire ce que tu veux de ta vie, en fait. Personne va venir te sauver. Soit tu continues à t'enfoncer comme ça. Et ce jour-là, j'ai décidé que ça s'arrêtait, quoi. Tu vois? Et je me suis posé des questions et je me suis fait accompagner et j'ai pris un coach et des psys et de dire, OK, le futur de ma vie, c'est quoi? J'ai plusieurs questions qui me viennent. La première, c'est cette chrysalide, elle était constituée de quoi ? Pourquoi elle t'enfermait ? Elle m'enfermait et je me suis moi-même enfermée, hein, parce que pour le coup, personne m'a jamais forcé à rien. Tu vois, je suis rentrée dans l'entreprise familiale parce que j'en avais envie, parce que c'était le moment, parce qu'aussi par loyauté, tu vois, envers mes parents. Et je pense que ma carrière, je l'ai construite comme ça, tu vois, sans plan sur la comète, sans vrai objectif, sans dire je vais devenir ça, mais à me dire tout le temps qu'est-ce que je peux faire maintenant. Et je suis quelqu'un qui saisit les opportunités, je suis quelqu'un qui aime bien me challenger, voilà, je pense que l'ambition fait partie de ma vie, on va pas se mentir, voilà, c'est important et qu'à un moment cette ambition-là, elle m'a dévoré un peu, si tu veux. Et j'avais le besoin de reconnaissance de mes parents, et je pense que j'avais le besoin de reconnaissance des autres aussi. Plus je le trouvais, plus ça alimentait la machine. Ça alimentait la machine, parce que une fois que tu fais quelque chose de difficile, la première fois les gens te félicitent, et puis après c'est normal. Et donc pour qu'on continue à te féliciter, il faut faire des choses encore plus difficiles. Et je me suis mis à faire des choses qui ne m'animaient plus, moi, profondément, juste, tu te rends compte, pour aller chercher les Caro canon. Et cette chrysalide, elle est là, c'est l'ambition dévorante et le besoin de reconnaissance, tu vois. Enfin, je l'analyse comme ça aujourd'hui. Ouais, j'ai accompagné une dirigeante en coaching qui elle parlait de TGV. Ouais. Elle me disait, moi j'ai l'impression d'être montée dans un TGV globalement au moment du lycée. Élève brillante, prépa, grande école, tac tac tac, gros poste, et là aussi à 40 ans à peu près dans ces eaux-là. Elle me dit, mais en fait, il s'arrête jamais le TGV. Il y a pas d'escale. Je peux jamais en descendre. Et j'ai compris qu'il fallait que je prenne le volant du TGV, moi. Exactement. Sauf que je sais pas trop comment le piloter et j'ai super peur et je sais pas où m'arrêter. C'est ça. Voilà. Donc. Mais c'est l'allégorie ou la métaphore est très très belle. Vraiment. C'est exactement ça en fait. C'est après t'es dans une spirale, tu vois. Tu fais un enfant, 2 enfants, tu travailles. Et la vie quoi, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir passé quasiment 10 ans sans me rendre compte de rien. Ouais, j'ai plus peur aujourd'hui de dire qu'à un moment je me suis perdue en route, tu sais, enfin, ou en tout cas que je me suis pas assez écoutée, où j'ai tiré un peu sur la corde, le sommeil, l'alimentation, tu vois, pareil, dans cette spirale-là, je mangeais mes émotions, quoi, donc j'ai pris du poids, quand tu prends du poids, tu te sens moins bien, enfin, ça t'alimente, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je pense que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, a vécu ça, et après, c'est comment est-ce que t'arrives à avoir ce déclic-là, de dire, bon, attends, on va faire 3 minutes temps mort, et comment on reprend la main, quoi. Exactement ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai 2 questions qui sont liées, donc je te les pose en même temps. C'est est-ce que t'estimes
que 40 ans, c'est tard ou c'est trop tard, tu vois, pour avoir ce déclic? Et ma deuxième question, est-ce que, à ton avis, t'aurais pu devenir ce papillon sans un déclic fort comme cet accident de voiture? Alors, pour la première question, moi, j'ai envie de porter un message, d'inciter les gens à s'écouter le plus tôt possible. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas de bon moment, tu vois. Et j'ai envie de dire, et si c'est à 50 ans, il faut le faire aussi, tu vois. Moi, je porte pas de jugement sur le timing. Au contraire, je suis heureuse de le faire maintenant. Ce que je suis maintenant, je l'étais pas il y a 10 ans. Et tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai acquis en expérience, en assurance, et tu vois, le projet que je suis en train de mener maintenant, quand bien même je me serais écoutée il y a 10 ans, j'aurais pas été capable de le mener tel que je peux le faire aujourd'hui, avec peut-être cette maturité, avec cette liberté. Donc sur le timing, je trouve que pour moi, si elle arrive à ce moment-là, il y a quand même une raison, tu vois, quelque part. Et moi, je partage complètement ton avis. En tout cas, c'est aussi comme ça que je le vis, que je l'ai vécu à titre perso et puis dans les personnes que je peux accompagner. Ça arrive au moment où ça doit arriver et voilà, c'est parce que t'as vécu plein de choses, parce que t'as eu toutes ces expériences. Exactement. Parce qu'à un moment donné, ce chemin, il t'a amené vers quelque chose de triste que t'as pu réagir. Exactement. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'à ton avis, il faut se prendre un mur pour réagir? Ma conviction, c'est n'attendons pas d'aller mal pour aller mieux. C'est-à-dire qu'il y a des signaux faibles. Et tout l'enjeu de mon message aujourd'hui et de ce que j'essaie de porter, c'est dire quand vous vous rendez compte des signaux faibles, et ils montent crescendo, hein, c'est là qu'il faut agir. Tu vois, un peu, je fais souvent le parallèle, notamment dans la conférence que je donne sur ce sujet, avec les entreprises. Tu sais, alors c'est vrai que parfois, tout va bien, et puis par hasard, tu prends un Covid, sorti de nulle part. Bon, tu t'adaptes. Ok, tu vois, ça arrive je le vois pas venir, puis d'un coup, mur. Bon, ok. Mais souvent, quand même, il y a des signaux faibles, tu vois, sur les entreprises, c'est des baisses de renta, des érosions de parts de marché, c'est des ruptures technologiques que tu vois de loin, tu vois. Mais par inertie, par manque de veille, parce que t'as toujours fait comme ça, donc en fait, tu vois, tu le vois pas et en fait, tu vas vers les difficultés. Et en fait, moi, j'ai le sentiment que pour nous, pour notre corps et pour notre vie, c'est un peu la même chose, tu vois. On a des signaux faibles. Le corps, il parle de façon imagée, bien sûr, mais tu vois, la fatigue, les insomnies, quand tu commences à avoir des vraies insomnies, sans savoir vraiment pourquoi, tu vois, c'est déjà un premier. Alors parce que t'es stressé pour une réunion le lendemain, je te parle pas forcément de ça. Le corps, il s'exprime. Et quand il est pas bien, ou quand on n'est pas dans la bonne trajectoire, c'est comme, enfin, moi je l'imagine comme ça, t'as un petit drapeau qui dit, cocotte, là il y a un truc qui va pas, tu vois, et j'étais là-dedans, tu vois, ce côté émotivité exacerbée, ce côté je dormais très mal, je faisais des cauchemars alors que il y avait pas de raison. Et je pense que quand on prend le temps de se l'écouter, de dire bon je vais en parler à quelqu'un, et je pense que c'est là le travail formidable des psys, des coachs, etc., qui portent ce message-là, qui font un travail formidable avec les dirigeants. Et heureusement, enfin tu vois, tu parlais tout à l'heure, 100 personnes pour éclairer nos angles morts, tu vois, pour nous mettre face aussi à nos contradictions et à ce qu'on peut dire en étant. Enfin moi je me souviens, je dis oui mais non je suis pas fatiguée, non, je travaille pas, je travaille tout le temps, mais bon j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, mais est-ce que t'entends ce que tu dis? Et quand il y a quelqu'un qui te confronte certaines choses, c'est fabuleux. Donc moi, je suis convaincue de l'importance de ça. Et là où je m'engage aujourd'hui, c'est que je pense que ce message est pas assez porté par les dirigeants, tu vois. Les coachs et les psys le portent. Et en même temps, j'entends tellement de dirigeants qui disent vis ma vie et puis on s'en reparle. Et moi je vis cette vie, je bosse entre 60 et 80 heures par semaine en fonction des semaines. Je suis une acharnée de boulot, je voilà. Et en même temps, j'ai frôlé ce mur et je veux plus jamais le frôler de ma vie en fait. Et ce qui fait que remettre au centre de ma vie mes besoins, mes valeurs, mes forces, travailler sur ce qui me fait plaisir. C'est complètement différent que de vivre une vie où tu vois pas le temps passer parce que tu fais ce que les autres attendent de toi. Ce travail-là, justement, d'identifier ce qui te correspond, le rythme que tu as envie d'avoir, le fait d'être à l'aise, en fait, avec tes besoins, tes envies et la manière dont tu opères ça au quotidien dans ta vie pro et dans ta vie perso. Comment tu l'as travaillé? J'ai essentiellement travaillé avec, j'ai vu, ça fait
quasiment 4 ans que je vois un psy tous les mois. Et pareil, je suis hyper à l'aise avec ça. C'est encore un petit peu tabou, tu sais, d'accepter de dire qu'on voit un psy. Moi, j'adore. Enfin, franchement, je kiffe, tu vois. Enfin, mon rendez-vous avec mon psy, il est dans mon agenda, il est sacralisé. Je suis pas dispo, quoi, tu vois. Puis c'est le truc où je sais que j'arriverai pas à le remettre, donc le truc il bouge pas, quoi. Enfin, et ça fait un bien fou d'avoir un espace d'extrême confidentialité, de non-jugement, de où je peux me plaindre, de où je peux, tu vois, crier mes joies, mes peines, tu vois, laisser cours à mon émotion si j'ai envie, tu sais, c'est vraiment un espace qui est extrêmement privilégié. Et je complète par rapport à ça, parce que moi je suis une convaincue d'avoir un suivi psychologique à partir du moment où on en ressent le besoin, où ça nous fait du bien quand on va bien. Surtout quand on va bien. Parce que en plus c'est une personne qui est formée, qu'on paye pour recevoir nos émotions, nos colères, Exactement. notre tristesse, qui nous fait miroir. Et c'est pas à notre mari, conjoint, enfant, associé, équipe, etc. de gérer ça, en fait. De gérer ça. Et cette personne-là, elle est compétente, elle est détachée, exactement comme tu dis. Donc, elle ne prend pas les émotions, hein, elle passe au client suivant entre guillemets. Mais nous, ça fait un bien fou. Et ça fait du bien et ça préserve. Tu le disais, c'était c'est ce que j'allais dire juste après, c'est que ça préserve notre entourage, tu vois. Et moi encore plus dans des situations comme ça, et c'est pour ça que je me suis aussi beaucoup impliquée dans le family business, alors à un autre endroit, mais tu vois, la force du réseau, c'est ça aussi, c'est que moi quand j'avais des doutes à un moment sur mon frère, je peux pas en parler à mes collabs, je peux pas en parler à mes parents, tu vois, mes parents c'est voilà, avec cette difficulté, tu vois, moi si je m'engueule avec mon frère, je m'engueule avec le fils de ma mère et le parrain de ma fille, tu vois, donc ça fout un bordel, je te raconte pas. Donc à un moment tu gardes et en fait ce qui sort pas à un moment, ça te trouve un moyen de sortir, hein. Enfin on en parle, c'est aussi le somatique. Enfin moi je crois beaucoup à ça, un moment de pouvoir vider son sac dans un endroit de confidentialité et sécure, tu vois, dédié à ça. Je pense que tous les dirigeants devraient voir un psy une fois par mois, tu vois, c'est 1 heure par mois, mais alors c'est vraiment le meilleur investissement de ma vie, hein. Et ensuite j'ai travaillé plus ponctuellement avec un coach là vraiment pour travailler, tu vois, sur la mission de vie. Alors je sais pas si ça parle à tout le monde, mais tu vois ce qui fait du sens pour toi, tu vois, le why dont on parle souvent là, de Simon Sinek je pense, notamment, mais qu'est-ce qui fait du sens pour toi, qu'est-ce qui t'anime, et moi à un moment j'aimais faire des choses où j'étais pas à la bonne place et je parlais pas des bons sujets. Et ce sujet d'équilibre dont on parlait tout à l'heure, il est extrêmement important pour moi. C'est-à-dire que quand je suis, moi, équilibrée, c'est-à-dire que je mange bien, mais pas trop, je dors bien, mais je continue à avoir des gens, tu vois. Et moi, je faisais tout le temps le yo-yo. C'est-à-dire que je sortais trop, je buvais trop, je dormais pas assez, je grossissais. Puis d'un coup, je me suis dit, bon, ça va plus. Donc je faisais l'excès inverse. Je refusais tout, je rentrais chez moi, je faisais que dormir, puis je me faisais chier. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, et je me suis rendu compte petit à petit que cet équilibre, tu vois, de savoir dire oui, mais de savoir dire non, de profiter de la vie, et aussi de se dire que si on en profite trop, on la crame peut-être un petit peu trop vite, tu vois. Ce capital santé qu'on a quand on est en bonne santé, quand on va bien. Voilà, c'est ça que j'ai envie de mettre au cœur de ma vie, et ma mission de vie, c'est vraiment ça, de contribuer à l'équilibre du monde. C'est que cet équilibre, il n'existe pas, mais c'est de se dire, sachons ce qui nous fait du bien et restons, tu vois, tantôt à droite, tantôt à gauche, mais ne nous en éloignons jamais trop, et que chacun puisse avoir conscience de ce qui est important pour lui, hein. Et même sans le dire aux autres, c'est-à-dire que personne n'a besoin de savoir ce qui te fait kiffer, personne n'a besoin de savoir ce que tu fais quand t'es tout seul et ce qui te fait du bien, mais fais-le en fait. Fais-le et culpabilise pas de le faire. Et de toute façon, encore une fois, tu vois, moi j'ai passé une partie de ma vie à essayer de faire plaisir à tout le monde, plaire à tout le monde. Et tu te rends compte que quoi que tu fasses, en fait, c'est pas possible. Enfin voilà, donc à un moment, autant lâcher prise et puis voilà, et puis s'aligner avec soi-même, quoi. Et arrêter de se dire, et si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors bien sûr, on s'en inquiète, mais est-ce que ça doit nous freiner, tu vois, dans ce qui nous anime? J'en suis pas sûre, en fait. On n'a qu'une vie. Et voilà, personne sait ce qui se passe quand tu rentres chez toi, personne sait comment tu vis, comment tu dors. Et ça regarde personne. Mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, se recentrer et se mettre nous au centre de ce qu'on a envie de faire, pour moi, c'est vraiment le message que j'ai envie d'adresser, en fait. Donc ça, tu l'as travaillé avec des thérapeutes, avec une coach mission de vie pour aller chercher vraiment ce qui t'animait, ce qui a donné lieu à
des nouvelles activités que tu as traduit dans le groupe, voilà. Ouais, dans une branche bien-être. Explique-nous ce que que ça amène. En fait, cette branche. Le bien-être pour moi, comme c'est profondément ce que je suis, je l'ai amené déjà au sein de mon groupe, tu vois, par plein de choses dont on pourrait parler, mais on a mis en place des cours de sport à destination des collabs, enfin voilà, on faisait régulièrement des conférences, lors des journées de la femme, on proposait des ateliers, on essayait vraiment, tu vois, de commencer à sensibiliser, et moi j'ai voulu aller plus loin. Donc on crée notamment à travers cette branche bien-être une salle de sport, on a des restos où on essaye vraiment d'initier ça, le bien manger, tu vois, et pour moi le bien manger, on est toujours dans une notion d'équilibre. Et du coup, je voudrais dédier un lieu, et dans cette branche bien-être, c'est ce qu'on est en train de faire, de créer un lieu qu'on voudrait pour des séminaires, pour des retraites, pour du tourisme, pourquoi pas du slow tourisme qui serait dans le nord, parce que pareil, il y a plein de lieux dans le sud, un peu à Paris. Et voilà, nous on est dans les Hauts-de-France, et je pense que c'est un territoire qui est aussi magnifique, qui apporte autre chose. On est à 1 heure de Paris, voilà, et on veut en faire un lieu dédié à la positivité, à l'équilibre, à prendre soin de soi, aux leaders, aux codir. Donc c'est vraiment avec de l'hôtellerie où on voudrait, tu vois, on est sur un projet avec une 15aine de chambres, et de porter cette voix auprès des leaders et de tous les dirigeants qui ont envie d'emmener leur entreprise vers un nouveau modèle de leadership. Parce que moi, je pense qu'on peut être un leader et qu'on peut kiffer sa vie et qu'on peut gérer une boîte dans cette dynamique. J'ai envie d'inspirer les gens et de les sensibiliser, c'est ce que je te disais, et de créer un écosystème, pourquoi pas une communauté de personnes qui n'ont pas peur de dire qu'ils sont ambitieux. Je n'ai pas peur de dire que je suis ambitieuse, mais que j'ai pas envie de cramer ma vie au service de cette ambition. Je veux bien t'entendre sur la notion d'équilibre, parce que je fais un peu l'avocat du diable. Je t'en prie. Je me mets à la tête, je me mets dans la tête des personnes qui vont nous écouter. Ils vont se dire, ok, elle est sympa Caroline, mais elle parle d'équilibre, elle parle de santé et tout ça, mais en même temps elle nous dit qu'elle travaille 70 heures par semaine. Comment c'est possible? Parce que moi je travaille 70 heures par semaine, je suis cramée. Comment elle gère ses enfants? Est-ce que c'est vraiment possible de faire tout ça, ou est-ce que c'est juste des beaux discours, et dans quelle mesure il y a quand même de la performance au travail, tu vois? Moi j'ai une très très grande amplitude horaire, donc c'est en ça où, si tu veux, je débranche pas, je commence très tôt le matin, je finis souvent tard le soir. C'est ton rythme biologique. C'est mon rythme qui me va bien. Moi je me lève tôt, je fais du sport le matin, c'est parce que je l'ai trouvé là, parce que je suis du matin. Le soir je suis beaucoup moins performante, puis j'ai pas envie. Tu te lèves à quelle heure? 5h30. Ok. 5h30, 4 fois par semaine. Alors après ça dépend, hein, tu vois, t'as des déplacements, voilà, mais dans une vie normale, je me lève à 5h30, je fais une petite heure de sport le matin. Tu fais quoi comme sport? Alors attends, c'est méga violent, hein. T'es prête? Attention, vas-y. De la marche. Tu vois, j'ai un tapis et je marche quand je peux, l'été plutôt dehors, l'hiver sur un tapis, et je fais un peu de renforcement musculaire. Donc tu vois, abdos, fessiers, voilà. Mais je le fais tout le temps. 1 heure de marche sur ton tapis? Non, je fais 35 minutes, tu vois, 35 minutes, et puis souvent je fais quelques abdos, voilà, pour dire le truc. Je regarde des séries, tu vois, je me vide la tête. Donc je mets un casque, je regarde des séries, c'est mon moment. Souvent c'est avant le réveil des enfants ou avant la journée, ça me met en énergie, ça me met en joie. Et ça fait, et prendre, tu vois, soin de moi et de faire du sport, etc. Moi, ça fait presque partie de mon taf. Je considère que, alors, je travaille pas, mais je travaille finalement, parce que je sois performante et inspirante et dynamique pour mon entreprise, tu vois, ça fait partie disponible, ça fait partie pour moi de mon job. Et après, c'est des moments que je prends dans ma semaine ou dans ma journée. Moi, mon petit, c'est un jeudi de 8 à 9, et je peux avoir fait une visio avant, tu vois, parce que ça m'arrive. Et après, je suis en garde alternée, donc les semaines où j'ai mes enfants, je travaille un petit peu moins. Les semaines où j'ai mes enfants, je travaille un petit peu plus, mais parce qu'encore une fois, tu vois, je fais partie de ces gens, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et moi j'ai pas l'impression de travailler, en fait, je kiffe ma life, et en fait du coup, effectivement, je travaille tout le temps. Et en même temps, non, il y a des moments, tu vois, je prends énormément de vacances, énormément de petits week-ends. Tu sais, les vendredis, lundis, là, je pense que j'en prends pas loin, peut-être pas un par mois, mais un tous les 2 mois, c'est sûr. Je prends 1 semaine de vacances à chaque vacances scolaires. Moi, j'ai pas le besoin de déconnecter. Au sens, je coupe mon téléphone, je ne suis plus joignable. Tu vois, j'ai pas ce besoin-là. J'ai besoin de changer de rythme. J'ai besoin de me lever plus tard. Tu vois, de changer mes habitudes, d'être plus disponible pour mes enfants. Mais moi, ça me dérange pas de faire une visio par-ci par-là, de répondre au téléphone. Je suis joignable à peu près tout le temps. Mais quand
j'en ai envie. Tout le monde peut peut-être pas le faire, encore une fois, mais à chacun de trouver ce truc-là. Moi, je sais que ces déconnexions-là, elles sont hyper importantes. Elles sont importantes pour mes enfants aussi. Et ils préfèrent que je sois avec eux, tu vois, que je prenne cette semaine de vacances avec eux à chaque vacances scolaires, plutôt que je rentre à 18h. Et en plus, moi, rentrer à 18h pour les emmener au judo ou à l'équitation, alors c'est moche à dire, ça va peut-être choquer des gens, mais tu vois, ça ne me nourrit pas. Et eux, ils sentent que c'est pas quelque chose qui m'anime, tu vois. Et on en a beaucoup parlé ça avec eux dans mon moment de coaching, de psy, etc., de leur expliquer que ce que je faisais et de se dire, écoute, on se prend du temps, peu de temps, mais par contre, le temps où on est ensemble, on le prend vraiment. Et donc, c'est vrai que j'ai cette chance quand même de me faire aider, tu vois. Donc, je suis une maman solo, hein. Donc, j'ai encore ma belle-mère qui m'aide beaucoup avec les enfants. J'ai eu pendant très longtemps une nounou formidable. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, t'as organisé un système. J'ai organisé un système. Après, encore une fois, je peux me le permettre et tout le monde ne peut pas. Et je l'entends bien évidemment. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ce que je fais, mais aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai cet équilibre-là. Qui me permet du coup effectivement de travailler beaucoup, mais en étant dans mon flow. Et j'étais plus dans le flow. Tu vois, je pense que quand t'es dans ton flow, tout devient plus simple finalement. Et tu trouves des solutions, c'est ce que j'entends. Et tu trouves aussi. des solutions. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais. J'ai quelques questions rituelles sur Chef. On en a beaucoup parlé et je pense que ça dépeint, mais je veux bien t'entendre sur cette question qui est vraiment la question signature du podcast. Quel chef es-tu aujourd'hui, Caroline? Quel chef je suis? Difficile comme question, mais alors, je me considère comme une chef alignée et engagée et qui essaye vraiment un maximum d'être exemplaire, tu vois, dans ce que je dis, ce dont je te parlais là, du mindset, de la gratitude, du prendre soin de soi, etc. J'essaye d'insuffler ça à mes équipes et j'essaie de le faire vraiment pour moi-même. Je me sens bien dans mon rôle de chef et d'inspirer les autres. J'ai envie de montrer que c'est possible. Et je suis une chef qui kiffe sa vie, quoi. Enfin, voilà, si j'ai un mot à dire, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je me sens bien dans ma vie, bien dans mon job, à assumer mon ambition, à assumer aussi que j'ai besoin de temps pour moi de temps en temps, à assumer que tout peut pas être parfait. J'avais une grosse part d'ombre sur ce sujet-là. Tu vois, je suis très exigeante envers moi-même et du coup, je m'auto-flagellais un petit peu. Là, j'ai vraiment appris à lâcher prise et à aller sur le test and learn, tu vois. Et c'est cette chef-là que j'ai envie de dire, c'est allez-y, quoi. Prenez des initiatives, faites, testez, et puis soyez agile. C'est ce que j'ai envie d'être. Tu parles de part d'ombre. Ouais. J'imagine dans ta transformation, tu t'es confrontée à des parts, à des parts d'ombre. Ouais. Comment t'as vécu cette confrontation avec tes parts d'ombre? Ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué parce que tu vois ce que je te disais de tout à l'heure pour les entreprises. Oui, enfin bon, j'ai toujours fait comme ça, quoi. Tu vois. Et je trouve que ça, c'est un peu se donner des excuses. Et j'ai eu du mal à sortir des parts d'ombre et on m'a mis que je me trouvais des excuses. Tu vois, on m'a confronté que oui, mais ça, c'est des excuses. Et en fait, pour en sortir, et je sais pas si t'as vu, j'ai eu l'opportunité de participer au Bang là de BPI. La BPI, ouais. Voilà. Et j'ai voulu, le thème c'était le progrès. Et j'ai axé les 7 minutes qui étaient à ma disposition pour parler du progrès sur les petits pas. Et sur le fait de commencer à faire quelque chose, tu vois. Et je suis sortie de mes parts d'ombre petit pas après petit pas, tu vois, à faire quelque chose. Je savais pas où j'allais aller, mais je sais que le premier petit pas, il te sort de là où tu es. Et voir un psy est un premier petit pas, prendre un coach est un premier petit pas, affronter ses démons est un premier petit pas. Enfin voilà, et c'est ça la chrysalide, tu vois, c'est jour après jour, petit pas après petit pas. Là, vous avez pas besoin d'avoir le haut du sommet en fait. Vous avez juste besoin de démarrer. C'est incroyable, comme un petit pas entraîne un autre et entraîne un autre. On en parlait au début du podcast, mais il s'agit de saisir les opportunités, tu vois. Il y a pas des gens qui ont de la chance et des gens qui ont pas de chance. C'est un moment, on la provoque, c'est du travail, mais c'est aussi savoir sortir de la zone de confort, c'est se mettre en danger et affronter ses parts d'ombre, c'est ça aussi. Tu nous as dit quel chef tu étais, notamment je retiens le sujet de l'alignement, du kiff. Qu'est-ce que ça génère chez tes équipes? Est-ce que ils ont vu une ancienne Caro, nouvelle Caro, est-ce que qu'est-ce qu'ils te disent, est-ce qu'il y a des choses qui s'autorisent, est-ce que ça pose des questions? Ils voient la transformation.
Je pense qu'il s'inquiète un peu encore pour l'instant. Tu vois, je vis une petite zone peut-être de turbulence et encore, j'ai pas envie de l'appeler turbulence, mais il y a un petit peu de ça, tu sais, de dire ok Caro, là elle se transforme un petit peu. On savait des choses, mais tu vois là je m'expose un petit peu plus, tu vois, en donnant un peu plus de ma vérité. Là où j'étais peut-être un petit peu plus lisse et un petit peu plus corpo. Auparavant, là, je m'autorise un petit peu plus de choses avec des gens qui l'entendent, qui le comprennent, qui kiffent. Et j'ai énormément de témoignages et de gens qui me disent, mais on t'a jamais vu aussi rayonnante et ça fait plaisir et c'est tellement bien pour le groupe. Et puis d'autres qui sont encore, tu vois, dans cette phase un peu d'observation. Chez qui ça résonne moins, peut-être. Et chez qui ça résonne moins, peut-être. Chez qui aussi qui se disent, mais alors quoi, elle va abandonner le groupe, qu'est-ce qui va se passer? Et donc l'opérationnel, c'est pas important pour elle, tu vois. Et donc voilà, donc je suis encore dans cette phase où, mais en fait, c'est la preuve par l'exemple, tu vois. Je vais leur montrer que bien sûr que non, je vais pas abandonner le groupe, que bien sûr que oui, les activités historiques sont hyper importantes, mais qu'on peut les faire en ayant un mindset un petit peu différent. Et que ma zone de plaisir à moi, elle est de sensibiliser. Et que donc, si on me laisse cette zone de plaisir-là, je vais être encore meilleure sur tout le job que je vais devoir faire pour aller décrocher la lune sur les autres métiers. Sans cette zone de kiff-là, en fait, je m'éteins. Je suis pas inquiète, tu vois. J'ai eu une discussion avec mes managers qui disent, sur le terrain, ils s'inquiètent un peu, ils comprennent pas. Et d'ailleurs, j'ai ouvert mon bureau, j'ai fait passer un message à l'ensemble des collaborateurs en disant, voilà, si vous avez des questions, venez. Je dis, venez avec votre chef, on s'en parle en fait, parce que moi je veux être dans une posture de réassurance. J'entends que ça peut choquer ou peut-être pas choquer, mais en tout cas interpeller, tu vois, cette transformation qui chez moi a pris énormément de temps, mais qui a pas été très visible. Donc c'est une chef en réinvention, c'est une chef en déploiement que je suis en train de devenir et je pense pour le bien de mon groupe et ça c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis intimement convaincue. Ouais. Quelle est ta pratique managériale préférée? Signature, j'en ai une que j'affectionne particulièrement. Je fais les entretiens individuels en marche dialoguée. J'adore. C'est-à-dire que j'emmène mes cadres faire 4 kilomètres de marche. Donc on est en marche côte à côte et on parle. Et quand on rentre, moi je prends des notes sur mon téléphone en général quand on marche pour quand même savoir de quoi on a parlé, puis on remplit, tu sais Et je trouve en fait que cette relation, elle est tellement différente. Cette heure-là, elle peut pas être faite avec un ordinateur dans une table. Enfin face à un bureau. Parce qu'en fait le fait d'être déjà dehors, dans la nature, le fait de pas se regarder, on rigole, on part sur tellement d'autres sujets, on rebondit tellement plus facilement que c'est là où tu découvres tes équipes, tu vois, et ils te parlent d'eux, et ils te parlent plus facilement de leurs difficultés, parce qu'on parle et que ça c'est vraiment un kiff de kiff et les gens ils adorent. Et quand des fois il pleut aujourd'hui, aujourd'hui on le fait pas. Alors on peut pas toujours le faire et pas tout le temps, mais tu vois, j'essaie vraiment de le faire 2 fois par an, de prendre ce temps-là avec eux et de le faire différemment. C'est même pas d'aller boire un verre, tu vois, tu respires quoi. Tu vis quelque chose ensemble. Ouais. Et tu te livres. Tu livres ce qui tu es. Et le fait qu'il n'y ait pas, tu vois, ce regard de je te regarde dans les yeux, il y a pas de jugement, il y a pas de on va sur des sujets alors intimes, entends ce que je te dis, mais tu vois plus profond et plus personnel sans rentrer bien sûr dans la vie voilà, mais moi tu vois, je te parle d'équilibre. Tu m'as pas entendu dire en 1 heure équilibre pro, équilibre perso. Tu m'as pas entendu le dire et je le dis jamais. Parce qu'en fait je parle d'équilibre général, on est une seule et une personne. Je peux pas dire tu rentres, t'arrives au bureau, tu laisses tes problèmes derrière, tu vois. Je crois profondément à cet équilibre général et que si t'arrives du coup à être bien et voilà, et parfois on traverse des choses difficiles et c'est là où savoir les dire, savoir les poser, savoir se faire accompagner, c'est nous rendre meilleurs et ça j'en suis intimement convaincue et cet entretien il est sur cet équilibre. Est-ce que tu as un dernier mot pour les chefs qui nous écoutent? J'ai le droit de dire une dernière phrase? Ouais. Parce que c'est une dernière phrase, finalement. C'est la fin de la conférence au Big, là, tu sais, que j'ai faite. C'est si un jour, vous aussi, vous vous surprenez à ne plus kiffer votre vie de leader et à dire régulièrement de quelque chose, ça m'emmerde, écoutez-vous. Et partez à la recherche de votre alignement et de votre équilibre parce que ce sont eux qui vous ouvriront les portes du progrès. Et enfin, là, je l'avais dit du progrès, mais pour moi, de la performance et du succès. Ma conviction profonde. Écoutez-vous.
Merci beaucoup Caroline. Merci Sophie. Vous venez d'écouter l'épisode de Chef avec Caroline Poissonnier. Si cet épisode vous a plu, si vous avez des questions ou des réactions, Caroline et moi serions ravis de les entendre. Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux respectifs, sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous mets les liens en commentaire de l'épisode. Et comme à mon habitude, je termine cet épisode avec le traditionnel débrief, car vous venez d'écouter un peu plus de 30 minutes d'interview. J'ai maintenant une question pour vous. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode ? Qu'est-ce que vous retenez de cette conversation et des messages passés par Caroline ? Comment est-ce que ces mots ont résonné pour vous ? Est-ce que son histoire vous a donné envie d'agir ? Et si oui, comment ? Alors de mon côté, ce témoignage était très important car il résonne avec mon histoire personnelle, avec mes convictions professionnelles et en plus avec mon action de coach et de conseil de dirigeant. Je pense que vous l'avez compris dans ma conversation avec Caroline, tous les messages autour du kiff, de l'équilibre, de l'alignement résonnent vraiment avec les valeurs de chef. J'ai été particulièrement sensible à 3 idées portées par Caroline. La première idée, c'est le fait qu'elle ait identifié sa zone de kiff pour lui permettre de bien faire son job. Cette zone qu'elle assume, qu'elle l'explique, qu'elle a travaillé en thérapie et en coaching. Je vois trop souvent des leaders qui, comme Caroline avant, font des choses par habitude et finissent par s'épuiser, sans prendre conscience qu'ils sont dans un ronron qui les abîme. Et pour aller dans le sens de ce que dit Caroline, écoutez-vous le plus tôt possible, parce que bien souvent, un petit signal faible peut nécessiter un petit pas, une petite action correctrice qui change tout notre quotidien. Alors que quand on attend les gros signaux faibles, généralement, on a des gros changements dans notre vie à mener et ça prend plus de temps, plus d'énergie. Donc écoutez-vous. La deuxième idée que je retiens, c'est la stratégie des petits pas. C'est une stratégie qui revient très souvent sur le podcast et notamment dans toute la saison sur l'impact positif. On ne peut pas se connaître et changer sa vie du jour au lendemain. Il faut bien avoir en tête que ça prend du temps. Et donc encore une fois, c'est d'autant plus important de s'y prendre tôt, avant le burn-out, avant l'épuisement total. Quand on est épuisé, ça prend encore plus de temps parce qu'il faut déjà qu'on se remette en forme avant d'enclencher des actions vraiment concrètes pour construire quelque chose de durable. Et enfin, le dernier point que je retiens, c'est la marche dialoguée. Je suis une fan absolue des pratiques managériales en dehors du bureau. Et donc, cette marche dialoguée me plaît beaucoup. C'est une pratique managériale que j'ai eu l'occasion de tester. Pour tout vous dire, c'est une pratique que j'ai ritualisée avec mon mari qui est aussi mon associé pour parler de stratégie d'entreprise. Mais ce n'est pas une pratique managériale que j'avais ritualisée. Et donc, je me suis noté que ça pouvait être un rituel, comme le dit Caroline, 1 fois, 2 fois par an, au moment des entretiens annuels, parce que ça facilite effectivement d'avoir des échanges qui sont plus profonds, qui sont plus vrais, plus authentiques, pas forcément justement pour parler d'opérationnel et d'objectifs chiffrés, etc., mais pour parler de soi, pour parler de qui on est vraiment et de cet équilibre général dont parle Caroline. Vraiment, la marche dialoguée, c'est un super outil que je me note et que je vous invite à tester également. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous à Caroline Poissonnier et à moi et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment comme ça que vous aidez le podcast à se diffuser et à grandir. À très bientôt.